Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis Cécile, coach certifiée et fondatrice de Réquiliance. Je suis passionnée par le développement personnel et les ressources humaines. Depuis plus de 15 ans, j'ai développé un réseau large et varié et un de mes talents, paraît-il, est de plutôt savoir bien l'entretenir. Avec Un pour tous, tous coachés, j'ai décidé de partager avec vous ces moments d'échange privilégiés que j'initie chaque semaine avec des professionnels passionnés, tous plus fascinants les uns que les autres. Et je me suis surtout dit que ce serait dommage de ne pas vous en faire aussi profiter. Ce podcast s'adresse à des super coachs, mais aussi à des managers, des professionnels des ressources humaines, en quête d'idées, avides de rencontres et de partage, qui n'ont pas forcément le temps de développer leur réseau et qui veulent quand même découvrir de nouvelles pratiques pour enrichir leur boîte à outils. Si vous avez vous aussi envie de dénicher de nouveaux trucs et astuces d'experts à travers des échanges authentiques et en toute bienveillance, vous êtes au bon endroit. À travers des regards croisés dans des environnements variés, je vous propose de rencontrer des personnalités alignées avec lesquelles nous partirons ensemble à la recherche de pratiques différentes et complémentaires en toute simplicité. Alors, à vos écouteurs, c'est parti pour de nouvelles découvertes. Bonjour Frédéric, bienvenue sur Un pour tous, tous coachés. Je suis ravie de t'accueillir et de pouvoir passer ce temps avec toi. Et je suis ravie que tu aies accepté l'invitation de fin d'année pour enregistrer sur début 2023. Je commence toujours par une petite présentation rapide depuis quand je connais l'invité du podcast. Ça fait déjà, j'allais dire, une petite année. On a commencé ensemble Orientation. Je t'ai rencontré par l'intermédiaire d'Orientation. Tu as été l'intervenant qui a animé avec brio les premières sessions pour faire l'assertif niveau 2. Et puis du coup, j'ai beaucoup apprécié ton approche, ta manière de travailler, tes conseils aussi que tu pouvais nous donner avec l'équipe sur ta manière d'écouter de manière bienveillante, active, très centrée sur la personne. Et je me suis dit que tu serais un super profil à interviewer sur le podcast. Donc je suis vraiment ravie de t'accueillir. Et puis je vais te laisser la parole pour que tu puisses nous dire ce que tu souhaites nous dire sur toi. Et le thème d'aujourd'hui, quand on a préparé le sujet, c'était vraiment centré sur l'accompagnement, centré sur la personne justement, avec du Carl Rogers, mais pas que, et plein d'autres choses dont tu vas nous parler avec motivation, bienveillance et passion, parce que quand tu en parles, on sent le côté passionné. C'est ce qui m'a aussi énormément plu. Donc, merci encore d'avoir accepté l'invitation et je te laisse le micro pour que tu puisses nous parler de toi. Eh ben, merci pour cette ouverture, Cécile. Bonjour et ben, ravi de participer à ce petit temps avec toi. Alors, qui je suis? Donc, Frédéric Sahen, je suis éducateur spécialisé de formation. Donc, j'ai travaillé pendant 20 ans dans le secteur de l'aide sociale et médico-sociale auprès de personnes en situation de handicap, d'inadaptation sociale ou dans la protection de l'enfance. 10 années en tant qu'éducateur et 10 années en tant que chef de service. Et puis après, j'ai voulu m'orienter vers le domaine de la formation. J'ai donc été formateur en travail social pendant une petite dizaine d'années. Et puis, je suis revenu à mes premières amours, que sont l'accompagnement individuel des personnes. Et donc, du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai rejoint le réseau Orientation et que depuis 5 ans, j'accompagne dans les bilans de compétences et dans les bilans d'orientation jeunes des personnes qui ont besoin d'être aidées à réfléchir. Donc voilà un petit peu pour me présenter rapidement. Et effectivement, au travers de la formation que tu as évoquée et dans nos échanges par-ci par-là, j'ai pu témoigner de la façon dont je concevais un petit peu l'accompagnement et comment c'était important pour moi de me positionner en tant qu'accompagnateur en respectant le sens un peu littéral du truc, c'est-à-dire voilà, étymologiquement accompagner, ça veut dire partager le pain, et donc ça veut dire cheminer à côté de l'autre et aller là où il va. Donc évidemment, quand on accompagne les gens, on a aussi par moment une fonction de guide, d'éclairage, mais l'idée c'est pour moi depuis toujours, depuis que je suis travailleur social, l'idée la meilleure est d'accompagner les personnes pour qu'elles trouvent elles-mêmes leurs propres solutions. Donc voilà un petit peu pourquoi on arrive là aujourd'hui. Effectivement, tu l'as évoqué, l'approche centrée sur la personne développée par Carl Rogers, ce psychologue américain qui est à peu près mon seul maître à penser, effectivement est une approche à laquelle je suis particulièrement sensible depuis que je suis éducateur spécialisé, puisque c'est comme ça que je l'avais découverte, et que les 3 attitudes facilitatrices qu'il propose pour accompagner quelqu'un sont pour moi des attitudes les meilleures pour aider la personne, encore une fois, à trouver les réponses à ses questions et les solutions à ses problèmes, puisque je ne cesse de considérer qu'il n'y a pas mieux placé que l'autre pour savoir ce qu'il lui faut, et que je ne peux être que voilà, une petite page, petite béquille peut-être parfois, mais qu'en tout cas, c'est vraiment lui qui va avoir les meilleures réponses à ce qu'il lui faut. Et puis, tu évoquais aussi l'idée que peut-être je pouvais présenter d'autres outils en complément de l'approche centrée sur la personne et des 3 attitudes facilitatrices. Il faut peut-être que je les présente d'ailleurs parce que tout le Ah monde ouais, les du connaît. coup, ça peut être bien, parce que du coup, Carl Rogers, toi, tu es passionné, expert. Voilà. Moi, je l'ai vu en psycho, forcément. Mais OK. du coup, je pense que ça peut être hyper intéressant pour nos auditeurs et auditrices. OK. Alors, les Donc, 3 attitudes alors, facilitatrices. je te laisse gérer le temps. Je fais juste un petit bref historique sur Je l'histoire gère. de Carl Rogers. Carl Rogers, à 12 ans,
il se retrouve totalement isolé de son monde puisque ses parents prennent une ferme et se lancent dans l'agriculture. Et donc, coupé de son monde, il se demande quoi faire et puis ses parents sont surinvestis. Donc, il va dans la nature, il observe le vivant et il se rend compte que le vivant fait face à plein de situations et trouve toujours des solutions les meilleures pour lui. Donc, il est très, très marqué par ça. Et ensuite, il va devenir psychologue. Il va beaucoup influencer la relation d'aide et la relation éducative notamment, c'est comme ça que je le connais. Et puis, il va aussi influencer l'enseignement, puisque dans la deuxième partie de sa carrière, il va se pencher sur l'enseignement et développer, transférer son approche centrée sur la personne à l'enseignement. Donc, les 3 attitudes facilitatrices qu'il présente. En fait, Rogers prétend, et il l'a démontré et je l'ai expérimenté, qu'effectivement, pour aider quelqu'un, le mieux, c'est de ne rien savoir. C'est-à-dire, moins on sait de choses, et mieux on va aider l'autre à trouver ses propres solutions. Pourquoi? Parce qu'on va développer 3 attitudes facilitatrices qui sont les suivantes. La première, c'est ce qu'il appelle la considération positive inconditionnelle. C'est-à-dire que pour que j'aide quelqu'un, il faut que je croie en lui. Il faut que je croie qu'il a les ressources, qu'il a les capacités et qu'il peut y arriver. Si je ne crois pas en lui, je ne vais pas être une aide efficace. La deuxième attitude facilitatrice, c'est la compréhension empathique. C'est-à-dire je dois chercher à comprendre comment l'autre fonctionne avec ses propres références, ses propres valeurs, son propre système de fonctionnement pour justement limiter mes propres projections. Parce qu'en fait, je perçois le monde avec mes représentations, on est tous comme ça, et mes représentations sont valables pour moi, mais pas pour les autres. Donc, si je veux vraiment aider quelqu'un, il faut que je tienne compte de qui il est, de comment il fonctionne. Et la troisième attitude facilitatrice, c'est la congruence. Donc, je dis régulièrement que c'est un mot qui est tellement peu utilisé en France que placer ça dans une conversation un samedi soir, en général, on est remarqué. Et la congruence chez Roger, c'est un peu un synonyme de l'authenticité. C'est-à-dire que l'idée, c'est que dans l'échange avec l'autre, je sois en phase, que ce que je ressens soit en phase avec ce que j'exprime. C'est-à-dire que si à un moment donné, il y a quelque chose qui ne me va pas, je suis en capacité de le dire. Si j'éprouve des émotions désagréables à un moment donné, je suis en capacité de le dire. Et au-delà de ça, que je m'interroge sur la survenue de ces émotions-là. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je suis pris par de l'agacement, par un jugement, par quelque chose qui vient dénaturer un petit peu ce positionnement bienveillant que je souhaite avoir avec la personne que j'ai. Donc voilà un petit peu les 3 attitudes facilitatrices que proposait Carl Rogers et que j'ai expérimenté dans ma carrière, puisque j'ai encore en mémoire, quand j'étais éducateur spécialisé, donc jeune professionnel, 3 entretiens que j'ai eus avec des personnes où je me suis senti nul, où j'avais l'impression d'être mauvais, de ne rien apporter, tellement je ne connaissais rien à la situation des personnes, tellement je ne connaissais rien à ceux dont elles me parlaient. Et ces 3 entretiens m'ont profondément marqué parce qu'en sortant, ça doit être les fois où on m'a le plus chaudement remercié. Donc, je n'ai pas compris pourquoi. Et j'ai demandé à ces personnes-là et elles m'ont dit, mais vous rigolez, c'est la première fois qu'on m'écoute comme vous m'avez écouté. Vous ne m'avez pas jugé, vous m'avez posé des questions, vous avez cherché à me comprendre. J'en ai des frissons. Et ça, c'est quelque chose que décrit très bien Carl Rogers. C'est-à-dire que pour illustrer ces 3 attitudes facilitatrices, quand on échange avec quelqu'un, le mieux à faire, c'est de reformuler ce qu'il nous dit. C'est-à-dire de ne pas chercher à répondre, mais de reformuler, de lui répéter, de lui résumer un petit peu ses propos pour qu'il puisse vérifier qu'on l'a bien compris et que nous, effectivement, on puisse aussi vérifier qu'on l'a bien compris et pour qu'il puisse développer lui-même sa pensée. Et ce que décrit Roger, c'est que peut-être vous avez notamment, enfin toi Cécile et peut-être tes auditeurs auraient éprouvé, même dans votre vie personnelle, c'est la chaleur interne, c'est-à-dire cette espèce de fourmillement, de chaleur interne qu'on éprouve quand on se sent accueilli, écouté, pas jugé et soutenu. Et donc voilà un petit peu ce que je voulais présenter à ton invitation sur l'approche centrée sur la personne. Et les 2 autres influences majeures pour moi dans l'accompagnement que je peux présenter, c'est la communication non violente qui a été développée par Marshall Rosenberg, qui est un disciple de Carl Rogers. Donc voilà, hein, il n'y a pas de fumée sans feu. Et la communication non violente, c'est un processus qui permet vraiment d'améliorer sa communication, puisque dans ce processus-là, on est invité à réfléchir et à se poser 4 questions avant de réagir, et notamment quand on est pris par des émotions désagréables que j'évoquais tout à l'heure, eh ben, c'est quelque chose qui peut nous aider justement à dissocier l'émotion de la pensée et à reprendre un petit peu le contrôle de ce qui se passe en nous et à avoir une communication plus assertive, plus efficace. Et donc, ces quatre étapes sont OSBD, c'est-à-dire qu'est-ce que j'observe, c'est-à-dire quelle est la réalité que j'observe. La deuxième, c'est les sentiments, qu'est-ce que j'éprouve, qu'est-ce que je ressens, dans quel état émotionnel je me situe. La troisième question, c'est de quoi j'ai besoin, quels sont mes besoins. Et la quatrième, c'est qu'est-ce que je demande, qu'on peut complexifier en disant qu'est-ce que je demande à l'autre, mais qu'est-ce que je me demande à moi. Et pour l'avoir expérimenté à plusieurs reprises,
Se poser ces quatre questions-là, c'est se donner la possibilité de faire baisser la tension, la température interne, et que progressivement, l'émotion, pouf, retombe un petit peu, que la raison reprenne le dessus, et qu'on puisse du coup être plus efficace dans la communication avec l'autre. Donc je trouve que cette approche de la communication non violente complète l'approche centrée sur la personne développée sur Carl Rogers. Et puis la troisième influence que je vais citer, c'est l'analyse transactionnelle, et notamment les stimulations de l'analyse transactionnelle, c'est-à-dire ces messages implicite qu'on envoie à l'autre en fonction de ce qu'on lui dit. Et quand on dit, par exemple, à quelqu'un, t'es mauvais, t'es bon à rien, et ben, c'est une stimulation inconditionnelle négative qui enferme l'autre. On le voit d'ailleurs très bien, et je l'ai vu très bien en tant qu'éducateur avec les enfants. Quand on dit à un enfant t'es bête, et ben, il devient bête parce que c'est son identité et c'est ce qu'on lui renvoie de ce qu'il est. Donc, du coup, ça renforce les choses et ça l'enferme un petit peu là-dedans. Donc voilà la communication. Et quand on veut accompagner quelqu'un, évidemment, l'idée c'est de proscrire ces stimulations-là et d'utiliser plutôt des stimulations inconditionnelles positives, c'est-à-dire vous êtes capable, vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous êtes quelqu'un qui a des valeurs, etc., etc. Et d'utiliser des stimulations négatives qu'à condition qu'elles soient conditionnelles, c'est-à-dire vous vous trompez, ce que vous avez fait n'est pas forcément la meilleure solution, parce que ça n'enferme pas la personne dans quelque chose dont elle ne peut pas sortir. Voilà un petit peu les trois influences, les trois pieds de mon tabouret, on va dire, avec lesquels j'essaye d'accompagner au mieux les personnes qui s'adressent à moi. Super. Du coup, c'est très clair. Merci beaucoup pour, comme je retrouve ta passion, ta fougue et ta conviction. On ne se refait pas, même quand J'en on sais. change d'année. Non, mais c'est chouette parce que c'est un super condensé de plein de bons conseils, de bonnes pratiques qui effectivement se recoupent dans plusieurs sujets, que ce soit en développement personnel, en accompagnement de manière générale. Et t'en parles avec effectivement beaucoup de clarté et de conviction, hein. Je reviens sur la notion de conviction sur, que tu transmets justement dans toutes ces explications-là. Et donc toi, tu y es arrivé par ce que tu nous as dit, c'est toutes ces techniques-là, par ton expérience Ouais, notamment dans l'éducation, hein, c'est ça? ouais, c'est Enfin, ça, dans le travail social, absolument. Et oui, c'est quel que soit l'endroit où j'ai travaillé, aider quelqu'un, c'est pas quelque chose de forcément toujours évident. Et puis aider des personnes qui sont en difficulté, c'est être confronté à quelque chose de pas forcément facile. Et quand on intervient auprès de mineurs, par exemple, qui peuvent être placés dans des foyers par la justice, et ben on est face à des gens qui n'ont pas du tout envie d'être aidés et que pourtant il faut qu'on aide. Donc il faut trouver des stratégies pour entrer en communication avec ces personnes-là et ne pas être vécu comme l'agresseur, hein, ne pas être assimilé à une décision de justice, mais plutôt être perçu comme quelqu'un qui va pouvoir être un support, un levier aidant. Et donc, du coup, là, voilà, il a fallu développer, on va dire, des talents particuliers. Et ces trois influences-là ont vraiment été des ressources importantes pour moi. Et puis, je pense qu'on sera tous assez vite d'accord quand on regarde de près sur le fait que, naturellement, quand quelqu'un nous demande conseil, quand quelqu'un nous pose une question, eh ben, on est invité, on a tendance à lui répondre. Et à lui répondre en lui donnant des solutions, en lui disant tu devrais faire ça, tu pourrais faire ça. Et en fait, l'expérience de Rogers, notamment, montre que cette manière de faire, qui est plutôt bienveillante et qui part d'une bonne intention, n'est pas la meilleure, puisqu'en fait, on propose à l'autre des solutions qui correspondent à la manière dont on pense la situation. Mais ce n'est pas forcément la manière dont lui la pense et dont lui la vit. Et donc, du coup, l'idée, encore une fois, c'est au maximum, ça ne veut pas dire qu'on peut faire ça tout le temps, mais au maximum de chercher à aider l'autre à trouver, encore une fois, ses propres réponses. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai vérifié dans ma carrière d'éducateur, mais encore aujourd'hui dans mon métier de consultant. Enfin, j'ai des idées, enfin j'ai des flashs de témoignages de clients qui peuvent dire, par exemple, ah ben voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Quand je reformule, par exemple, qui peuvent dire, ah ben, comme s'ils se déposaient dans leur chaise, là, tout d'un coup, voilà, les tensions retombent, c'est, ah ben voilà, oui, oui, vous avez bien compris, c'est exactement ça. Et qui peuvent me dire au fil du temps, ah mais vraiment, hein, vous savez, vous m'avez bien compris, vous savez comprendre, c'est exactement ça, etc. Voilà, voilà. Donc, je ne pense pas que ce soit un talent particulier, c'est juste une attention particulière de ne pas être dans la réponse trop vite et de chercher plutôt à questionner vraiment pour bien comprendre. Enfin, quand je dis que la personne, c'est comme si elle, pouf, elle s'asseyait en profondeur dans sa chaise, c'est que quand on se sent accueilli et qu'on n'a pas, plus ou moins consciemment, le sentiment qu'il faut qu'on se défende de quelque chose. Bah, pouf, voilà, on peut être authentique, on peut avancer, on peut se tromper, on peut se livrer, puisqu'il n'y a pas à se défendre d'un présupposé jugement. ouais, c'est Ça, c'est vraiment fondamental. proposer un réceptacle, en tout cas avec un côté un peu comme un coquillage qui renvoie en fait à la personne C'est ça.
ce qu'il vient C'est de ça. nous livrer, de nous déposer. Un Ah, c'est coquillage, un chouette. miroir, c'est des bonnes Ouais, images, je trouve ça. Ouais, mm, c'est pas mal, ouais, carrément, ça parle bien, c'est parlant là aussi en mode métaphore, mais ça marche bien. c'est ça. Donc, tu as répondu du coup à la question que j'allais te poser, mais que c'était qu'est-ce que ça apporte aux personnes que tu accompagnes? C'est vraiment ce côté relâchement, ce côté sécure, en tout cas, leur proposer une oreille attentive, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent en Ah, tête sur qu'est-ce que ça leur apporte? ce que tu viens de dire, je trouve que c'est ce que ça leur apporte sur le plan, alors j'allais dire émotionnel. Je ne sais pas si c'est le meilleur terme, mais sur Mm, le côté, voilà, je peux me poser et je peux être à l'aise. Après, la reformulation, le questionnement permanent, le fait de mettre en lien des choses que vous me dites aujourd'hui, ça comme ça, mais la dernière fois qu'on s'est vu, vous me l'aviez dit de cette manière-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous en comprenez? C'est-à-dire d'être dans le questionnement et de renvoyer à l'autre un petit peu, même sa progression, son cheminement. Enfin, ce que ça apporte, je trouve, c'est une meilleure connaissance de soi. C'est-à-dire de pouvoir aller découvrir au plus près qui je suis. Je me mets à la place de l'autre, là, quand je parle comme ça, qui je suis, qu'est-ce qui me fonde, qu'est-ce qui m'anime, et finalement, qu'est-ce qui va être le plus important pour moi. Et là encore, je pense qu'on peut tous avoir en mémoire une situation où on avait une réflexion dont on n'arrivait pas à sortir, ça tourne, on y pense, et on ne trouve pas la solution. Et puis un jour, on va en parler à quelqu'un, et avant même que ce quelqu'un ouvre la bouche, eh ben, on a trouvé la solution. C'est-à-dire que le simple fait de sortir de soi sa pensée, sa réflexion, ça peut amener à y voir plus clair. Donc, toute cette posture d'accompagnant apporte ça pour moi, c'est-à-dire vraiment la clarification de la pensée, la mise en ordre des pensées, la clarification du chemin à suivre pour aller vers l'épanouissement le plus fort et le plus complet qui soit. De toute façon, quelle que soit la raison pour laquelle les personnes s'adressent à nous quand on est des accompagnateurs, c'est pour que la situation s'améliore, donc que l'épanouissement soit plus fort. Et toi, qu'est-ce que ça t'apporte en tant qu'accompagnateur, justement, ces techniques-là? Eh bien, écoute, moi, alors les gens ne voient pas, mais j'ai un grand sourire quand tu me Oui, poses cette question-là parce que ce que ça m'apporte, c'est du bonheur, je crois, à peu près. Ça doit s'appeler comme ça. c'est ça. C'est-à-dire vraiment, mais pour être un peu plus complet, la satisfaction de voir des gens améliorer leur situation. C'est-à-dire la satisfaction de voir qu'une situation s'améliore et d'y avoir contribué. Voilà, je veux dire, c'est quand même super gratifiant d'être remercié. Et si je compare encore une fois avec ce que j'ai connu en tant que travailleur social, s'adressant à des gens en difficulté, qui n'étaient pas forcément toujours d'accord pour qu'on les aide, qui n'étaient pas forcément toujours d'accord avec ce qu'on leur apportait et qui n'évoluaient pas forcément toujours pendant qu'on était à leur côté, d'être aujourd'hui dans l'accompagnement de personnes qui viennent chercher de l'aide, qui la sollicitent, qui l'apprécient et qui peuvent en témoigner du remerciement, ça fait chaud au cœur. C'est-à-dire que la chaleur que j'évoquais tout à l'heure, je l'éprouve moi aussi quand des personnes peuvent avancer dans leur vie, trouver les solutions les meilleures pour eux. Et cette satisfaction, elle est renforcée quand j'ai vraiment conscience que mon apport a été vraiment dans ce côté coquillage miroir et pas dans j'ai donné des solutions. Parce que, évidemment, ça arrive, hein, je ne suis pas parfait et on est tous à un moment donné convoqués à pouvoir apporter des réponses. Mais quand je le fais, il m'arrive de me dire, oh là là, est-ce que c'est vraiment bien ce que j'ai dit là? Est-ce que vraiment ça correspond à la personne? Là, elle est plutôt emballée par ce que je lui ai dit, mais est-ce que vraiment ce que je lui ai proposé, c'est ce qui va lui aller le mieux? Et Mm. d'ailleurs, il se trouve que, après notre entretien, Cécile, je reçois une personne que j'accompagne depuis un petit moment et qui a le moral dans les chaussettes, qui a l'impression qu'elle avance pas. Et donc, pour préparer notre entretien, j'ai relu toutes mes notes depuis le début pour essayer de trouver qu'est-ce qui fait que on n'a pas avancé ensemble dans quelque chose qui lui convienne. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai mal compris? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas vu et qui aurait permis qu'elle avance mieux. Donc, on est aussi confronté par moments à des impasses, un peu, à des butées où on a l'impression que ça n'avance pas ou que l'autre lui-même a l'impression de ne pas avancer suffisamment. En fait, c'est ce qui me venait quand je réfléchissais à notre entretien, c'était que, en fait, tout ça, c'est un éternel recommencement. C'est-à-dire que tous les jours, il faut se redire ça et veiller à ne pas tomber dans la facilité de la réponse. Parce que Mm. je pense que vous devriez faire ça, donc je vous dis, vous devriez faire ça. Oh là là, non, surtout pas. Ce que ça m'apporte, c'est vraiment cette satisfaction humaine profonde que je crois on recherche tous quand on accompagne des gens, il faut être honnête. Hein. Oui, oui, c'est clair, on peut être honnête. C'est ok.
Avant qu'on passe aux questions un peu plus classiques du podcast, hein, que je pose régulièrement à mes invités, est-ce que tu vois autre chose d'important sur le sujet qui nous anime aujourd'hui en complément ou pas? Peut-être pour faire le lien, Mm. pour préciser un petit peu, quand je disais tout à l'heure que l'idée, c'était d'acquérir une meilleure connaissance de soi et pour faire le lien avec ce que tu as évoqué en me présentant, qui est orientation. Je trouve que l'approche d'orientation dont je me sers dans ce questionnement-là, en tout cas qui me paraît fondamental, c'est ce que précise Émeric Le Breton, donc le fondateur d'orientation, quand il dit qu'en fait, on est tous constitués de 4 piliers. Alors évidemment, il y a plein d'autres portes d'entrée et regards possibles sur la situation, mais j'aime assez ça, en tout cas. Considérer qu'on est tous constitués de 4 piliers, que ces 4 piliers, ce sont nos valeurs, nos besoins, notre personnalité et nos talents. Talents actuels ou talents à venir qu'on pourrait développer, par exemple, en allant faire une formation si un jour on voulait se reconvertir. En tout cas, je trouve à l'exercice qu'effectivement, cette approche-là, l'approche par 4 piliers, permet aux personnes progressivement de descendre dans l'entonnoir que peut être un bilan de compétences ou un accompagnement et d'identifier vraiment, mais qu'est-ce qui est le plus important pour moi? C'est quoi le sens que je veux donner à ma vie professionnelle et au-delà à ma vie personnelle? C'est quoi mes besoins les plus importants finalement? Et mes préférences de personnalité? Qu'est-ce qui me met le plus à l'aise? Qu'est-ce qui me met le plus naturel? Qu'est-ce qui me coûte le moins d'efforts? Et qu'est-ce que j'aime faire? Et qu'est-ce que j'aimerais faire demain? Quand on fait un petit peu la synthèse de ces 4 éléments-là, je trouve que ça aide les personnes vraiment à mieux mesurer qui elles sont et donc du coup à être plus en phase avec le chemin qui doit être le leur en disant ça y est, j'ai compris quoi. J'ai compris ce qu'il me faut, ce qu'il me faut pas, ce qu'il me faut pas, je vais arrêter de le reproduire, je vais le laisser de côté. Et ce qu'il me faut, je vais y aller parce que j'ai compris que j'allais être plus heureux, plus épanoui en allant sur ce chemin-là, quoi. Voilà, pour Mm. compléter un peu Ouais. Ouais, du coup, t'as ton tabouret à trois pieds, et les quatre piliers ça. d'orientation qui se complètent. Ça fait le Voilà. chiffre 7 en additionnant, pas mal. C'est plutôt symboliquement. Hein, Bravo. Moi qui suis pas matheux, je te suis là. sur ce niveau-là, on est bien. Ouais, super, merci beaucoup déjà pour ce partage. Et puis je te propose Avec qu'on passe aux plaisir. questions du coup habituelles du podcast. Il y a la notion d'alignement. Qu'est-ce que ça signifie être aligné pour toi? Parce que finalement, dans l'approche que tu présentes, il y Ouais. a ce côté être, j'allais dire, à l'écoute d'eux en accompagnant l'autre, mais finalement, est-ce qu'on est aligné soi-même quand on accompagne l'autre dans son propre alignement, quoi, quelque part, ou qu'on participe à son alignement? Je trouve que la question mérite d'être posée et d'avoir Ouais. ton avis sur la question. Ah ouais, c'est une bonne question parce qu'effectivement, parfois, il y a un proverbe que j'aime beaucoup et que je vérifie quasiment tous les jours ou presque, hein, c'est que les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés et qu'effectivement, on peut parfois être très, très fort pour donner des conseils aux autres et pour ne pas se les appliquer à soi-même. Et quand je disais que l'accompagnement et la posture d'accompagnant, c'est un éternel recommencement, je peux faire le lien avec cette idée d'alignement sur laquelle tu viens là. C'est-à-dire que enfin, pour moi, être aligné, c'est vraiment être raccord entre ce qui me fonde et ce que je vis. Donc, ce qui me fonde, ça veut dire qu'il faut déjà que j'ai identifié vraiment ce qui me fonde. Et là, je vais faire une petite référence à un outil que j'ai découvert l'année dernière, puisque j'ai suivi une formation à l'ikigai, qui étant un mot japonais pour les personnes qui ne savent pas et qui signifie qu'on peut définir un petit peu par la raison d'être et qui est un peu ce qui va être le plus fort chez nous entre ce qu'on aime, ce qu'on sait faire, ce pourquoi on peut être rétribué. Et puis, j'ai déjà oublié la quatrième dimension, mais c'est pas grave. En tout cas, mon ikigai, c'est vraiment ce qui est le plus fondamental en moi. Et donc, je l'ai identifié. Et c'était important pour moi de le faire parce que du coup, ça m'évite de le perdre de vue. Parce qu'en fait, la vie nous chahute tout le temps, tous les jours, sur plein de dimensions. On a 5 domaines de vie entre la vie professionnelle, la vie amicale, la vie amoureuse, la vie intime et la vie familiale. Je crois que c'est celle-là que j'ai oublié. Et qu'on est tout le temps chahuté. Il y a tout le temps des choses qui se passent dans notre vie et que du coup, on peut perdre un petit peu de vue ce qui nous est important dans notre vie, comment il faut qu'on agisse pour être bien, pour être épanoui, en fonction de ce qui nous fonde. Donc pour moi, être aligné, c'est ça, et c'est un chantier de chaque jour. Et que chaque jour, il contribue, en tout cas être attentif à tous ces éléments-là que tu cites. Et quel conseil tu pourrais donner, ou quel conseil on t'a donné d'ailleurs pour être toi-même? C'est un petit peu dans la lignée de ce que tu viens de nous dire Ouais. finalement. Bah, c'est ça. Et pour compléter ce que je disais avant, peut-être sur la connaissance de soi, en fait, ce que je me dis sur cette question-là, c'est ce qui m'est venu en tout cas en entendant cette question, c'est peut-être appartenir le moins possible. C'est ce qui m'est venu spontanément. C'est-à-dire, Hum, hum, moins j'appartiens à une organisation,
alors on pourrait débattre, on va pas avoir assez de l'entretien, hein, mais à une famille, à un couple, je sais pas, à plein de choses, moins j'appartiens et plus je peux préserver ma liberté. Ça ne veut pas dire qu'il faut appartenir à rien, mais c'est ce qui m'est venu en tout cas, et je me dis, voilà, effectivement, plus je suis conscient de qui je suis et plus je suis raccord entre ce que je suis et ce que je vis, et plus j'ai de chances de pouvoir rester épanoui dans le temps. Je trouve que l'appartenance, qui n'est pas une appartenance, alors on peut dissocier l'appartenance verticale et horizontale, c'est pas, c'est plus de l'appartenance verticale que je parle quand je dis ça, puisque appartenir à un groupe, à d'autres, être en lien, etc., c'est pas forcément quelque chose qui nous enferme, hein, bien entendu. Mais Ouais, voilà, au-delà de cette connaissance de soi qui me paraît vraiment fondamentale, c'est ce que j'aurais envie de développer là. super. Il y a aussi une question autour du réseau, parce que c'est aussi un podcast de réseau, hein. J'interviewe beaucoup de personnes qui se connaissent ou qui sont amenées d'ailleurs après à faire connaissance en fonction des interviews. Et est-ce- qu'est-ce que c'est pour toi que le réseau? Comment tu l'entretiens? Est-ce que tu l'entretiens? Est-ce que c'est un sujet sur lequel tu es attentif ou pas forcément? Alors, je pense que sur la question du réseau, je me rapproche de la quiche assez facilement. C'est-à-dire que c'est pas du tout quelque chose que je sais faire, que je fais bien. Que ce soit les technologies qu'on a aujourd'hui et notamment les réseaux sociaux. En fait, je suis plutôt quelqu'un de spontané et je crois plutôt à la recommandation et oui, voilà, à la spontanéité. J'entendais quelqu'un récemment qui disait que notre meilleur commercial, c'était notre client. Je suis assez d'accord avec ça. Donc, du coup, je porte beaucoup de soin vous l'aurez compris, à l'accompagnement des gens, mais aussi à la façon dont on se sépare, à la façon dont on se dit au revoir, au maintien du lien, au maintien de l'ouverture possible. Et c'est, je pense, comme ça que j'entretiens le mieux. Alors, mon réseau, c'est peut-être pas le bon terme, mais mes relations pour qu'elles puissent éventuellement prospérer et toucher d'autres personnes. Mais c'est clair que sur sur cette question du réseau, c'est pas moi qu'il faut venir chercher, hein, pour être conseillé. Bah, après, moi, dans ce que tu dis, j'entends aussi le côté qualité de la relation, du moment présent, du partage avec la personne que tu as en face de toi, de l'authenticité, pour qu'effectivement, bah, spontanément, tu puisses avoir Ouais, par ricochet c'est ça, des recommandations, comme tu c'est le ça, dis. C'est 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 ça. aussi une manière d'entretenir son réseau, c'est de Oui, faire en oui, oui, sorte que oui. chaque moment passé avec quelqu'un avec qui tu échanges ou avec qui tu es amené à travailler ou que tu es amené à accompagner, finalement, garde le meilleur souvenir possible de ces moments-là et qu'on pense spontanément à toi pour la suite. Oui, c'est ça, c'est ça. Ah bah finalement, alors je l'entretiens bien. Tout bien considéré, c'est Bien bon. considéré, je suis pas si nul. Ouais, ça va en fait. C'est OK. Et puis, bah, du coup, il y a aussi une autre question que je pose sur des ouvrages. Alors, un livre, une BD, un bouquin, soit un bouquin du moment, soit un bouquin que tu as, voilà, qui t'est cher à ton cœur, et que tu souhaiterais partager avec nos lecteurs. Est-ce Est-ce que que j'ai le tu droit as... à une faveur et d'en présenter trois? Bah oui, bien sûr. Yes. T'as trois pieds à ton tabouret, t'as trois Ouais, c'est ouvrages. ça. Allez. Et pour autant, alors ça va peut-être surprendre parce que c'est pas des livres de Rogers ou Rosenberg que je parle parce que je pense que les gens les trouveront facilement. Mais alors, il y a un roman dans ce que je vais présenter. Il y a un roman, une BD et un livre qui est romancé mais qui est plutôt du témoignage. Le roman, c'est vraiment mon roman coup de cœur de mes peut-être 10 dernières années. C'est Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, pardon, que j'ai Yes. rencontré d'ailleurs au Salon du Livre du Mans et avec qui j'ai échangé. Et c'est un roman que je trouve absolument magnifique. Pour moi, il y a un avant et un après la lecture de ce roman-là. Je fais le pitch rapidement. C'est l'histoire d'un jeune homme qui 28 ans qui apprend qu'il a un cancer dont il va décéder. Il a 2 ans à vivre et donc il décide de partir, de tout lâcher, de partir en camping-car. Et puis il passe une annonce et il embarque avec lui une jeune femme qu'il ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Et ils vont parcourir comme ça la France. Donc je ne vais pas spoiler le roman, mais c'est pour moi extraordinaire. C'est une leçon de vie extraordinaire dans ce roman-là. Donc voilà, je voulais le citer. Je l'ai offert à plein de gens, je l'ai fait acheter. Des fois, j'étais dans les Fnac et les gens ne savaient pas quoi acheter, j'aurais conseillé ça. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est bien, mais moi, vraiment, c'est un livre qui m'a beaucoup parlé. Le deuxième livre, c'est plus le témoignage romancé. C'est un livre de Lise Bourbeau, qui est une Canadienne qui a fondé une école qui s'appelle Écoute ton corps. Et ces livres, on les a trouvés notamment en poche ces dernières années. Et celui d'elle qui m'a le plus marqué, c'est La puissance de l'acceptation. Parce que c'est vraiment pour moi un élément fondamental de l'accompagnement, de l'évolution de quelqu'un pour qu'il puisse aller de l'avant, c'est d'accepter le passé, d'accepter ce qu'il a vécu, de bon, de pas bon, etc. Et dans ce livre-là, je trouve que la façon dont elle le développe est assez extraordinaire. Elle l'a romancé pour que ce soit facile d'accès et effectivement, c'est très, très parlant et j'ai trouvé ce livre, moi, très, très puissant.
Et la BD, c'est une série de BD, il y a 6 numéros, ça s'appelle Le jour où. Et c'est une série de BD que j'ai découvert l'année dernière et que j'ai dans mon bureau et que je prête à certains clients qui ne sont pas forcément très très lecteurs. Parce qu'en fait, alors c'est un même personnage hein, donc, qui parcourt les histoires, mais on peut en lire un et le comprendre. Et en fait, ça emprunte à la sagesse populaire, à des contes, enfin voilà. Et ça, une BD de développement personnel un petit peu. Et je trouve en plus le dessin très beau en BD. Je suis très sensible au dessin. Et donc voilà, cette BD, je l'aime beaucoup et elle séduit plutôt les gens à qui je la prête. Donc voilà les trois références que je pouvais présenter aujourd'hui. Génial, bah merci en tout cas. En plus, on a les pitchs et tout le bleu du ciel, je valide. Lise Bourbeau également. Et BD, bah, je suis curieuse de découvrir BD développement Ok. perso. Je l'ai noté et je regarderai ça avec plaisir. Et j'espère qu'aussi nos auditeurs pourront aller regarder plus en détail pour ceux et celles que les BD aussi intéressent. Bon, bah, il va être temps de clôturer sur la dernière question du podcast avec tout ce qu'on vient de se dire. Est-ce qu'il y a un autre sujet qui te viendrait en tête? Un sujet alors qu'on pourrait être amené à retraiter tous les deux dans un prochain épisode ou avec d'autres personnes dans la continuité de tout ce qu'on vient de se dire. Eh ben écoute, je ne sais pas. Enfin, j'ai pas de thème précis, mais il y a deux thèmes. Là, j'évoquais la question de l'acceptation, qui est pour Hum, moi un thème, un moment central dans l'accompagnement de quelqu'un, dans l'évolution de quelqu'un. Et j'ai deux marottes en fait dans les accompagnements, des choses que j'ai. Alors théoriser, c'est un bien grand mot, mais que j'ai travaillé au fil du temps avec les gens. C'est la confiance en soi et la peur. Et hum. donc, je me dis que c'est des choses qui pourraient peut-être faire l'objet, effectivement, d'un sujet. Alors, pas forcément avec moi, d'ailleurs, puis je ne suis pas forcément le meilleur spécialiste de ça, mais c'est quelque chose que je travaille souvent avec les personnes. Voilà. Je prends confiance en soi et peur, effectivement, voir comment on peut être amené à le travailler ou en tout cas aborder ces sujets-là. Généralement, quand des idées sont déposées il y a forcément l'univers, ça m'enverra certainement en synchronicité des personnes qui seront ravies d'en parler. Alors, voilà. Et je te tiendrai bien sûr au courant s'il y a un épisode qui sort sur ces sujets-là. Ce sera avec plaisir. Top. Eh bien, écoute, merci encore pour ton temps, ta disponibilité, ta clarté et puis bah, ouais, ta passion à nous partager ce qui te fait vibrer. C'était vraiment chouette de passer ce moment-là avec toi. C'est un Et puis, plaisir. bah, en tout cas, je mettrai les liens aussi pour te retrouver. Alors, sur les réseaux, si on a envie de te faire un coucou, même si forcément sur les réseaux, si t'as du LinkedIn, on te retrouve Ouais, quand j'ai même du sur. LinkedIn et puis je Ouais. pense que si les gens me googlisent, ils découvriront des choses que je n'ai pas abordées aujourd'hui. Ah, d'accord. Ouais, teasing, là, Yeah. Frédéric. T'as vu, ça met l'eau à la bouche, hein? Carrément. Non, c'est super chouette. Merci vraiment encore pour ce temps d'échange. Et puis, bah, je te dis à très bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que l'échange vous a plu. N'hésitez pas à aller sur la page du podcast Un pour tous, tous coachés, sur le site www.requiliance.fr. Je compte également sur vous pour déposer vos 5 étoiles et votre avis sur votre plateforme préférée d'écoute. Cela permettra à de nouvelles personnes de découvrir plus facilement le podcast et d'agrandir la communauté. Encore merci et à très vite pour de nouvelles aventures.